C'est bon. Ok. Bonsoir tout le monde. Donc Mathilde, je suis soignante à l'hôpital Mohamed Colombe. C'est un hôpital universitaire qui dépend de la PHP. Je suis éducatrice dans un service de psychiatrie pour adolescents. Je suis syndiquée à la CGT. Et le premier truc que j'aurais envie de dire là ce soir, c'est quelque chose qui me révulse en fait, c'est la façon dont on est traité à l'hôpital. On a une direction qui applique ce qui est dicté par la PHP. Donc, il faut savoir que la PHP, c'est dirigé par Martin Hirsch, qui a notamment coopéré au gouvernement Fillon, entre autres. Donc, on a affaire à des consignes extrêmement changeantes et souvent aberrantes, en fait, qui sont adaptées non pas aux exigences de prévention et de protection, des personnels et donc des patients aussi, mais qui sont adaptés tout simplement en fonction du flux de patients, du besoin en effectif et des stocks dispo. Et c'est comme ça qu'on parle, c'est comme ça qu'on pense. On a une logique complètement inversée au prix de notre santé, quoi. Donc là où on en est aujourd'hui, au niveau de la France, on est donc au stade 3 de l'épidémie. On a 60 000 cas confirmés, 4 500 décès. Juste pour rappel, on était à 500 décès il y a 2 semaines, 2000 la semaine dernière. Et donc là, on est passé à 4 500, en sachant que sur les 2 dernières tranches de 24 heures, on a augmenté de 500 décès à chaque fois. Donc, en fait, les scénarios pessimistes qui étaient évoqués se déroulent, quoi. Le premier élément inquiétant, c'est la saturation là, des lits dans tous les hôpitaux d'Île-de-France, mais aussi, c'est déjà le cas dans le Grand Est et Hauts-de-France, mais ça arrive ici. Donc, il n'y a plus de quoi accueillir des nouveaux patients. Du coup, ils mettent en place des transferts là pour emmener des patients d'ici dans des hôpitaux où la crise n'est pas encore culminante en région. Donc, c'est d'une part extrêmement dangereux pour les patients. Ça mobilise beaucoup de personnel on risque aussi de propager le virus dans des régions où il n'était pas encore très virulent, avec des soignants ils seront exposés et qui exposeront donc leur famille, etc. La deuxième chose que ça pose, c'est ce que disaient un peu les médecins. Il y avait des cris d'alerte, quoi, de dire mais on va devoir choisir en fait entre les patients qu'on admettra ou pas en hospitalisation et les patients qu'on admettra ou pas en réa et en fait ceux qu'on sauvera ou pas. Ça, on en est là de fait. C'est des choses qui sont en train de se dérouler. Le deuxième point dont tout le monde a connaissance là, c'est la pénurie de matériel qui touche tous les travailleurs et travailleuses qui sont contraints d'aller bosser, mais qui touche aussi en premier lieu les soignants et les soignantes. Donc une pénurie de masques dont tout le monde a connaissance, mais aussi de blouses, de surblouses, de médicaments, de seringues, de pompes, de tests de dépistage, de respirateurs, et on ira même jusqu'à craindre des ruptures de stock de housses pour emballer les défunts dans les chambres mortuaires qui vont être aussi saturées. Donc voilà, on est un peu dans le trash, quoi, mais c'est la réalité. Et tout ça sur fond de mensonges avérés, sur fond d'aberrations, avec des consignes complètement folkloriques, type de nettoyer son masque pour revenir avec le lendemain, type de durée de port de masque qui ne correspond pas du tout aux mesures qu'il faudrait prendre, ou de date de péremption aussi, voilà, que les soignants n'osent même pas regarder parce que ils craignent de découvrir ce à quoi on les expose de manière encore plus dramatique, et sur fond aussi de culpabilisation, puisqu'on va prétexter des vols, alors qui sont réels hein, pour partie, mais en tout cas, on s'appuie là-dessus pour culpabiliser les soignants et les infantiliser, mettre tout ça sous clé. Voilà, il y a des cadres qui se permettent des arrête ta parano ou ce qu'on a vu sur les images à Saint-Antoine, quoi, on n'a pas que ça à faire sur la question de la délivrance des masques à hauteur des besoins. Donc, cette pénurie de matériel expose de fait les soignants et du coup, il y a des soignants contaminés dont les proportions augmentent sévèrement. Les chiffres, ils sont
partiels, puisque les dépistages sont pas faits systématiquement. Ils sont aussi très peu communiqués. Les derniers là qu'on a réussi à avoir, c'est 1500 soignants contaminés à la PHP au 1er avril, mais c'est sans doute bien en deçà de la réalité. Avec des inégalités d'accès au dépistage. Donc, il y a un hôpital qui faisait remonter que dans leur hosto, on dépistait des médecins, y compris avec leur épouse venue de l'extérieur, mais que par contre, on le refusait aux soignants qui n'avaient pas plus de tant de symptômes. Des retards, on diffère aussi les dépistages pour préserver des effectifs. Donc ça, c'est arrivé à une collègue qui avait tous les symptômes et qui n'a pas été se faire dépister tout de suite pour assurer son service. Des refus de dépistage si tes symptômes ne sont pas assez intenses, donc tout ça étant très très subjectif, et des personnels contaminés qu'on va mettre en confinement sur des durées bien inférieures à ce qui serait théoriquement conseillé. Donc c'est 14 jours normalement, et là on a des soignants qui reviennent au taf au bout de 7 jours, 9 jours. Voilà. Donc, en effet, il y a besoin d'eux. Maintenant, est-ce que c'est fait en tenant compte de comment ils se sentent et comment ils sont prêts ou pas à revenir sur le terrain? Enfin, évidemment, ce n'est pas pris en compte. Donc, tout ça rend les propos qu'on a pu entendre de l'allemand tout à fait insoutenable pour les soignants. Enfin, tout le monde a réagi sur ces propos-là. Donc, il disait que les patients de réa aujourd'hui, les patients en réanimation, étaient ceux qui n'avaient pas respecté le confinement. Voilà. Donc, on l'a pas attendu, ce préfet, pour avoir des propos affligeants de la part de certains cadres ou directions d'hôpitaux. Qui sont capables de dire que les soignants n'ont pas été contaminés en étant au contact de patients Covid, mais qu'ils l'ont été dans leur famille ou dans la salle de repos. Il y a même une cadre hygiéniste d'un hôpital qui a envoyé à tout l'hôpital qu'il fallait considérer son collègue comme un véritable ennemi désormais. Donc, tout ça amène à des problèmes d'effectifs plus aigus que ce qui était déjà, puisqu'il y avait déjà une situation de tension extrême sur cette question-là. Là, ça s'est accentué évidemment avec des arrêts et des personnels en confinement. On fait venir des renforts de province. Donc évidemment, la solidarité des collègues qui viennent prêter main forte est toujours saluée. Par contre, voilà, on les expose à leur tour à des conditions de travail extrêmement dangereuses. Et qu'est-ce qu'il en sera quand il faudra qu'ils rentrent dans leur région si jamais c'est des coins qui sont à leur tour touchés par la propagation du virus. On a aussi fait appel à la réserve sanitaire. Donc, ils ont mis sur le terrain 250 000 étudiants, aides-soignants, étudiants infirmiers, étudiants en médecine, qui font fonction d'aides-soignants ou d'infirmiers dans les services et dans des conditions pas acceptables, en fait, sans l'encadrement qu'il faudrait, sans l'accompagnement qu'il faudrait. S'il y a des problèmes qui se posent, qu'en sera-t-il de leur responsabilité? On n'en sait rien. Leur salaire est évidemment pas à la hauteur. Et voilà, ce à quoi on les expose psychiquement pour leur début de formation est pas du tout acceptable, mais on en est là. Et tout ça avec une charge de travail qui augmente et des rythmes hyper intenses. Les soignants peuvent tous dire que voilà, on court partout, on prend pas toujours le temps de respecter les mesures barrières parce qu'on peut pas Et donc là, c'est le plan blanc, donc les directions ont tout pouvoir pour étendre tes tranches horaires, bosser jusqu'à 12 heures et avec éventuellement des heures sup. Donc voilà, les patients sont exposés à des soignants qui travaillent dans ces conditions-là, des conditions inhumaines qui mettent en danger les soignants et soignantes. Il y en a qui sont déjà en réa, donc c'est pas juste des grands mots, c'est la réalité. On leur en demande toujours plus, on les écoute pas. On fait semblant de les ériger en héros, en héroïnes, mais on les méprise. On va leur dire qu'on va leur donner une prime de travail dangereux pour la PHP, ça équivaut à 1 euro par jour travaillé.
Voilà, donc il n'y a pas de réels moyens qui sont déployés et une manière de considérer les personnels qui est à vomir. C'est la même chose pour les EHPAD, c'est la même chose pour le secteur social et médico-social. On en parle beaucoup moins, mais voilà, il y a aussi énormément de salariés qui sont mis en danger et des personnes prises en charge qui subissent là les conséquences des choix qui ont été faits, avec beaucoup de, je crois qu'il y a presque 15 000 morts pour le secteur social et 15 000 cas, pardon, pour le secteur social et médico-social. Et tout ça sans tenir compte de la peur en fait des collègues quoi, qui vont bosser la boule au ventre, qui ont peur de faire des erreurs en réa parce qu'ils ne connaissent pas le matos, qu'ils n'ont jamais travaillé ou pas depuis des années, à part en formation, la peur de contaminer ses proches quand on rentre à la maison, la peur de ne pas tenir psychologiquement devant les patients qui sont hyper durs à prendre en charge, les familles qu'on n'accompagne pas du tout et des morts qu'on aurait pu éviter. Pourquoi on en est là? La situation qui préexistait, elle était déjà catastrophique. Toutes les mobilisations des personnels soignants les dernières années, et notamment l'année qui vient de passer, on fait beaucoup de bruit quoi, sur la casse des hôpitaux publics depuis 15 ans. Pour rappel, les chiffres qui circulent, c'est 100 000 suppressions de lits sur les 20 dernières années, dont rien que sur l'année dernière, la PHP, 1000 lits en moins et des fermetures de services entiers, y compris de réa. Donc là, on court après l'ouverture de lits de réa. On est passé de 5 000 à 10 000, on veut atteindre les 15 000, mais on a fermé des lits de réa encore récemment, notamment dans l'Oise, suite à la fusion d'hôpitaux, qui tout le monde dénonce à chaque fois. Et donc, le choix en fait, de réanimer ou pas des patients, c'est a priori des choses qui étaient déjà observées par les praticiens sur le terrain. Donc voilà, avec une volonté très claire de privatiser le soin, de passer à l'ambulatoire au maximum et de rentabiliser la santé. Ça passe par les réductions d'effectifs qui étaient énormes avant la crise. À la PHP, ils nous ont supprimé 1200, enfin un peu moins de 1100 et quelques postes sur l'année dernière et ils ont pour objectif d'en supprimer 5000 à l'horizon 2024. Donc des réductions, des coupes dans les effectifs et des postes vacants parce que les salaires sont tellement minables et gelés depuis 10 ans, les conditions de travail tellement délétères, les méthodes de management tellement hard que les gens restent pas et ça laisse des postes vacants. Donc sur l'hosto où je suis par exemple, il y avait 100 postes vacants avant la crise. Donc on peut imaginer les situations de tension en période normale, à aucun moment ça peut permettre de gérer une crise correctement, quoi. Enfin, c'est évident que c'est ingérable et ça c'est le résultat de choix austéritaires qu'on paye et entre autres également sur la recherche, sur la gestion des stocks, sur la production de ce dont on a besoin. Ce qu'il faudrait faire et ce qu'on a devant nous, évidemment, là, la gestion, elle est catastrophique depuis le début. Donc, il y a des tas de loupés qu'on ne va pas pouvoir rattraper. Et par contre, ce qui demeure urgent dans l'immédiat, c'est une production, une mise à disposition du matériel de protection, de tests de dépistage, des ouvertures de lits et pourquoi pas de construction d'hôpitaux. À l'international, on nous a montré que c'était possible. Des embauches massives avec des salaires qui devraient être bien au-delà de ce qu'ils sont pour l'instant. Et un vrai confinement qui ne soit pas partiel, qui ne soit pas limité à une partie d'une population privilégiée, qui fasse que les productions non essentielles soient interrompues réellement et une vraie rupture avec ce système capitaliste qui priorise les profits sur le dos de notre santé. Ça, les soignants, ils commencent là à en avoir une conscience un peu plus affinée quoi, du double discours qu'ils entendent depuis le début. Ils savent que la sortie de confinement, ça ne va pas correspondre à une sortie de crise pour eux.
Donc, on ne sait pas dans quel état on sera à la fin de tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que les patients, eux, qui n'ont pas été soignés pendant toute cette période, ils seront dans un sale état aussi. Donc, tous les chroniques, toutes les consultes et les opérations qui ont été reportées, qui seront peut-être aggravées, et ben, il va falloir les prendre en charge à la fin de tout ça. Et on commence déjà à nous dire qu'il ne faudra peut-être pas qu'on compte sur nos congés de cet été, quoi. Donc là, le discours un peu ambiant, c'est on fait ce qu'on a à faire, on fait ce qu'on doit faire et on donne tout ce qu'on peut là où on doit être et on réglera nos comptes après. Donc voilà, la colère qu'il y avait déjà avant tout ce bazar risque d'être d'autant plus forte à l'issue de la crise sanitaire telle qu'on la traverse en ce moment. Enfin, voilà, je pense que les réactions seront assez intenses et que on peut imaginer que les mobilisations des soignants seront à la hauteur de ce qu'ils subissent là en ce moment et de ce qu'on subit là en ce moment. Il y a des petites tentatives de résistance à droite à gauche, mais avec toutes les limites de la situation, quoi, qui ne permet pas de se rassembler outre mesure. Mais il y a eu une initiative là à Tourcoing où ils sont rassemblés, les soignants, devant leur hôpital. Pour terminer, juste un petit clin d'œil aux camarades de Grenoble. Il y a une banderole qui est apparue à un balcon qui disait l'hôpital public ne se défend pas sur les balcons, mais par la grève et en manifestation. Donc voilà, je trouvais que c'était un petit message bien réaliste et on espère que tous ceux qui applaudissent, en ce moment même d'ailleurs, ça me perturbe depuis tout à l'heure, il est 20h, que tous ces gens qui applaudissent aux fenêtres seront à nos côtés dans la rue après le confinement.